Bonjour à toutes et à tous. Nous allons débuter cette première session de webinaire micro ouvert. Donc, je suis ravie de vous accueillir toutes et tous. Je m'appelle donc Marianne Billard, je suis en charge du gouvernement ouvert auprès de la DITP. Et donc, nous avons lancé avec ma collègue Clémence Pen un cycle qui va durer du mois de mars au mois de juin, avec tous les 15 jours un événement d'une trentaine de minutes pour rencontrer les acteurs qui font aujourd'hui le gouvernement ouvert. On fait face depuis le début de nos travaux sur ce sujet à souvent beaucoup de questions qui sont toujours un peu les mêmes et toujours un peu récurrentes. Donc, on a décidé d'essayer d'incarner au maximum la démarche pour préparer l'élaboration du troisième plan d'action qui sera donc normalement publié en septembre 2021. D'ici là, plusieurs travaux vont émailler tout ce processus, notamment un certain nombre d'ateliers qui auront lieu du mois de mars au mois de juin aussi. Et donc là, je vous invite à vous rapprocher du site internet qui a été mis en place, transformation.gouv.fr, sur lequel il y a un onglet Gouvernement ouvert. Vous pouvez vous inscrire à notre newsletter et comme ça, vous recevrez toutes les informations pour pouvoir participer. Donc aujourd'hui, nous accueillons Mauricio Meria. Je vais vous présenter rapidement. Je pense que si vous êtes un petit peu familier du sujet gouvernement ouvert, c'est une personne que vous avez pu croiser ou entendre parler. C'est donc une personnalité qu'on trouve intéressante pour débuter ce cycle de webinaire, puisqu'il a travaillé sur tous les axes gouvernement ouvert, à la fois l'international, à la fois le national, donc à la fois dans l'administration, mais aussi avec des expériences dans la société civile, et à une approche qui est vraiment très multipartite du sujet. Donc il va pouvoir vous donner aussi des exemples très concrets de démarches qui se font en France, à l'étranger, et donc ce qu'il a pu observer dans sa vie aussi plus personnelle relative au gouvernement ouvert. Aujourd'hui, il travaille donc au sein de l'OCDE, mais je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse se présenter. Merci Marianne et merci déjà pour l'invitation et bonjour à toutes et à tous. Merci de vous connecter un peu, j'allais dire très tôt, mais ça va, 9h c'est raisonnable et surtout c'est un vendredi, donc on va faire que la journée commence très bien. Du coup, tu m'as déjà très bien présenté. Je m'appelle Mauricio, je suis mexicain mais j'habite en France depuis 2011. Du coup, je suis venu en France pour faire mes études et j'avoue que j'avais jamais entendu parler de gouvernement ouvert jusqu'à autour de circa 2015 plus ou moins, quand justement, et c'est marrant parce que c'est un peu en miroir avec ce qu'on fait aujourd'hui, mais pendant le processus de co-construction du premier plan d'action de la France, où j'avais, en tant qu'étudiant, et même si je comprenais pas ce que c'était le gouvernement ouvert, ça m'avait intéressé la démarche. J'avais participé à quelques événements et c'est là où j'ai découvert Etalab, c'est là où j'ai découvert le gouvernement ouvert. Ça m'a parlé plus en tant que citoyen. J'ai trouvé intéressant cette idée d'ouvrir le gouvernement, de pouvoir participer en tant que citoyen à la décision publique. Et donc, du coup, c'est là où j'ai tout fait pour y travailler. J'ai commencé un stage à Etalab où j'ai pu contribuer à l'organisation du sommet du sommet mondial OGP qui a été organisé à Paris. Et après, en vrai, j'ai jamais vraiment quitté le sujet de gouvernement ouvert. Changer un peu de tranchée et changer de point de vue, puisque Talab, c'était plus la coordination sans gouvernement. Après, à l'Assemblée nationale avec Paula Forteza et avec toi, où c'était plus de côté législatif et aussi international, puisqu'on travaillait beaucoup avec l'Argentine qui présidait l'OGP à ce moment. Et finalement, maintenant, à l'OCDE, où c'est international encore, mais aussi avec un peu une vision plus stratégique du gouvernement ouvert que j'avais avant. Donc ça, c'est un peu my life in a nutshell. Et du coup, je me suis dit que vu que c'était la première séance de ce micro ouvert et que j'imagine que les prochaines vont partir un peu plus dans des détails ou dans des éléments un peu plus précis du gouvernement, je me suis dit que c'était quand même pas mal de peut-être faire une présentation un peu du b.a.-ba du gouvernement ouvert, de dire un peu ou présenter un peu ce que moi je comprends comme gouvernement ouvert, donner un peu des pistes où est-ce que les gens qui sont intéressés, soit les gens qui veulent participer à la co-création du troisième plan d'action, soit qui sont intéressés juste puisqu'ils sont intéressés, peuvent aller chercher un peu plus d'infos ou et surtout donner un peu plus de concret parce que je trouve que parfois on dit beaucoup de gouvernement ouvert et ça manque un peu de dire qu'est-ce que c'est concrètement.
Du coup, c'est ça ma tâche aujourd'hui. J'espère que je pourrai la remplir. Merci Mauricio pour cette petite introduction. Donc, on va débuter une petite présentation. L'objectif, c'est vraiment que ce soit assez dynamique. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Moi, j'interromprai Mauricio. Donc, on trouve ça un peu plus agréable que de prendre une partie, peut-être que questions à la fin. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous prononcer, à poser des questions. Moi-même, j'en ai, je pense. Et donc, cette présentation va durer environ 15-20 minutes. Je t'en prie, Mauricio. Du coup, je peux contrôler ça ici, non? Directement. La presse, je Oui, crois. tout Oui. à fait. C'est la première fois que j'utilise Livestorm, mais c'est cool. Du coup, je me suis dit que c'était bien peut-être de donner des repères au début. Et justement aussi, parce que c'est intéressant, parce que cette année 2021, c'est les 10 ans de la création de l'OGP. Mais c'était un peu pour donner un peu de contexte sur un peu les gros moments de la France, mais aussi du mouvement un peu à l'international. Et du coup, j'ai mis ici quelques dates clés, entre guillemets, si on peut dire comme ça, des moments un peu qui ont commencé à fédérer ce qu'on appelle aujourd'hui gouvernement ouvert. Et du coup, par exemple, on commence avec le mémorandum d'Obama de 2008, où il demande, mémorandum un peu une espèce de décret à la française, où il demande à toutes les administrations de prôner pour l'ouverture. Et qu'est-ce qu'il veut dire avec prôner pour l'ouverture? Il veut dire promouvoir la transparence, la participation et la collaboration, et tout ça pour construire une démocratie plus forte, promouvoir l'efficience et l'effectivité du gouvernement. Et c'est un peu ce mémorandum qui lance un peu le mouvement à l'international et qui va se suivre avec la création de l'OGP en 2011, avec Afrique du Sud, Brésil, États-Unis, Indonésie, Mexique, Norvège, Philippines et Royaume-Uni. Après, on peut en discuter du destin de tous les pays fondateurs de l'OGP quant à la démocratie, et c'est peut-être une des grandes questions de l'impact du gouvernement ouvert. Et cette plateforme OGP qui aujourd'hui a, je n'ai pas envie de me tromper sur le chiffre, mais je crois 79 pays, plus des ONG, plus des gouvernements locaux, qui permet au pays de co-construire des plans d'action biannuels, essayer un peu de lancer la démarche dans les pays, et dont la France, du coup, a présidé le partenariat, a organisé le sommet, et se trouve aujourd'hui, grâce à vous, à co-construire le 3e plan d'action. Et après, il y a aussi, bon, j'ai rajouté les dates aussi au C2 puisque je trouve que c'est important, parce que c'est un peu, on va dire, en parallèle à l'OGP, mais qui couvre un peu un autre aspect, d'autres aspects d'autres pays, et une autre façon de voir aussi le gouvernement ouvert. Et c'est aussi en 2016 la première enquête mondiale de gouvernement ouvert avec le premier rapport global. Et surtout en 2017, puisqu'on a trouvé qu'il y avait beaucoup de définitions de l'académie, mais aussi civil society, mais aussi des pays. Donc, du coup, on a trouvé qu'il y avait un peu un besoin de fédérer toutes ces définitions et donner un peu si c'est pas un consensus, au moins des lignes directrices de pouvoir comprendre et dire au pays, écoutez, c'est ça, ou c'est pas ça. Et donc, du coup, la recommandation de l'OCDE en 2017, c'est un peu ce premier outil juridique qui, avec 10 dispositions, essaie de centrer, un peu de mettre les limites de ce que c'est le gouvernement ouvert. Et je reviendrai un peu plus tard. Finalement, 2018, non, 2018, deuxième plan d'action de la France. J'ai oublié de rajouter aussi, puisque la France a le plan d'action national, mais il y a aussi le plan d'action de l'Assemblée nationale, par exemple, 2 plans d'action de l'Assemblée nationale. Et donc, du coup, pour montrer que l'écosystème gouvernement ouvert doit sortir de l'exécutif, peut aller dans d'autres institutions comme l'Assemblée, la justice, les gouvernements locaux, etc. Et donc, du coup, ça fait 10 ans. Du coup, on pourrait dire que si on montre que le gouvernement, c'est assez nouveau, mais en vrai, ça l'est pas. Et c'est pour ça que je vous ai mis cette petite phrase, pas pour pas oublier de vous en parler, mais aussi pour vous rassurer que c'est plus vieux que 10 ans, et peut-être on n'en parle pas en tant que gouvernement ouvert, mais on peut retrouver, par exemple, à la Révolution française déjà, dans la Déclaration des droits des citoyens, on peut déjà trouver cette idée de tout citoyen a droit à demander des comptes, cette idée de l'accountability qui n'est pas née en 2008, mais aussi dans la Constitution américaine, le We the People, c'est un peu cette idée de le pouvoir au peuple, la participation, et on peut trouver beaucoup d'autres exemples. Après, l'idée de l'ouverture un peu institutionnelle, c'est aussi développé beaucoup avec les Sunshine Laws dans les États-Unis dans les années 60-70. C'était l'ouverture, mais c'était une ouverture un peu informationnelle, c'est-à-dire
il faut tout savoir sur comment la décision est prise, il faut tout savoir de comment est-ce que les gouvernements travaillent, mais on change après à une ouverture un peu interactionnelle où on va commencer à ouvrir aussi ces processus, pas que à comprendre comment ils marchent, mais à essayer que les gens puissent aussi ouvrir et dépasser la porte, etc. Et finalement, la montée des ICT, des technologies numériques, l'Internet surtout, qui permet une communication, une collaboration beaucoup plus efficace ou au moins beaucoup plus décentralisé et massif. J'arrive pas à lire le chat en même temps, mais du coup, je sais pas, Mara, tu me dis s'il y a des questions qu'il faut que je Oui, coupe ou si... tout à fait. Bah, déjà, merci pour la première partie. Je pense que c'était parfait. On a bien des grosses idées en place. Et du coup, moi, je suis un peu hâte de savoir concrètement qu'est-ce que c'est le gouvernement ouvert. Donc, je sais qu'on va y arriver. Exactement. Bah, du coup, je me suis dit, c'est quoi? Je vous donne la définition d'OCDE dont je vous parlais, qui vient de la recommandation. C'est une recommandation qui a été aussi co-construite avec une consultation publique et la contribution d'ONG de plus de 100 participants de 44 pays et qui reflète un peu aussi les besoins des pays membres. Et donc, du coup, c'est une culture de gouvernance qui promet les principes de transparence, intégrité, redevabilité et participation des citoyens et des parties prenantes, service à la démocratie et la croissance inclusive. Alors, du coup, ça se définit avec ces 4 principes que j'ai mis dans le slide. Et plus, bien sûr, les principes, mais je veux insister aussi sur le mot culture de gouvernance, parce que je pense que c'est ça qui est aussi très important, puisqu'il ne s'agit pas seulement de faire des actions, des initiatives sur la transparence, l'intégrité, la participation, la revérité, qui n'est pas un sens, qui n'est pas une stratégie, qui ne soit pas avec un but. Et je pense que cette idée de créer une culture de gouvernance, ça c'est un but, puisque finalement, si on veut que la façon dont interagit citoyen-État, si on veut changer la relation entre État et citoyen, si on veut faire qu'il y ait une confiance plus grande, si on veut changer vraiment la façon dont le gouvernement pense, réfléchit, mais aussi agit, c'est une question de changement de culture. C'est pas juste ouvrir des données ici, c'est pas juste faire une consultation en ligne là-bas. C'est vraiment un changement de mentalité, mais aussi un changement de façon de faire, de comprendre ce que c'est l'action publique, de comprendre ce que c'est les citoyens, etc. Donc, je pense que ce côté culture de gouvernance est aussi important que les 4 principes que j'ai mis dans la slide. Et pourquoi, peut-être on peut se demander, puisque on en parle, mais pourquoi est-ce qu'on a intérêt, ou les gouvernements ont intérêt à faire ça? J'ai un peu déjà dit, mais bon, évidemment, c'est pour changer un peu la façon de gouverner, mais aussi, du coup, pour construire une confiance plus forte, mais aussi pour augmenter l'efficacité du gouvernement dans la façon dont on utilise les ressources publiques, par exemple, mais aussi dans les politiques publiques, puisque si on intègre les besoins des utilisateurs finaux, c'est-à-dire les citoyens qui vont avoir les résultats des politiques publiques, des lois, des services publics, si on les intègre dans la co-construction de ceux-ci, si on leur demande comment devraient les services être faits, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui marche mieux, ça, peut-être que du coup, les résultats des politiques publiques vont être encore plus effectifs puisqu'on les intègre. Et aussi, il y a tout le côté accountabilité on a tous droit à demander des comptes et à exiger aussi du gouvernement. Moi, j'aime beaucoup, et je vois qu'il y a une question là-dessus de Clémence, j'aime beaucoup cette idée de changement de culture de la gouvernance. Moi, c'est un peu comme ça aussi que j'explique toujours le gouvernement ouvert, c'est plus une démarche qu'un objectif en soi. Et du coup, est-ce que tu pourrais préciser un petit peu cette notion de culture de la gouvernance? Qu'est-ce qui existe, par exemple, aujourd'hui dans l'État français? Tu trouves qu'il contribue? Enfin, voilà, donner un peu plus de précision là-dessus. Oui, je pense que pour créer une culture, il y a plusieurs façons de faire, mais l'important, c'est de dépasser un peu les actions un peu isolées et essayer d'aller vers un mouvement un peu plus stratégique qui, comme toute politique publique finalement, qui a une vision un peu à moyen, long terme. Et le moyen long terme, évidemment, c'est la création de culture, parce qu'une culture, on peut pas la créer du jour au lendemain. Il y a besoin de plusieurs outils, comme par exemple l'éducation gouvernement ouvert, les skills, des skills, les Les connaissances, compétences. les Ouais. compétences des fonctionnaires,
Mais pas que des fonctionnaires aussi. Il faut faire en sorte que ceux qui sont de l'autre côté, la société civile, les citoyens, puissent aussi avoir les compétences, les moyens, la compréhension pour pouvoir y participer, puisque sinon on se retrouve à ouvrir des consultations où que les gens qui connaissent déjà le système peuvent participer. Et donc du coup, cette culture va... d'un côté, il faut faire augmenter les compétences dans le public, en dehors du public, mais aussi il faut avoir cette vision un peu stratégique que le plan d'action, par exemple, donne. C'est une espèce de fédération d'écosystèmes, c'est se donner un cap d'ici 2-3 ans, mais 2-3 ans, c'est pas suffisant. Du coup, il faut aussi sortir de cette vision un peu 2-3 ans et aller vers une stratégie un peu plus au-delà, une stratégie publique pour que dans 10 ans, si on continue à mettre en place des efforts dans tout le gouvernement pour augmenter la transparence, l'intégrité, la participation et la redevabilité, on puisse commencer à mesurer les effets de cette de cette culture. Et il y a une question qui a été posée et qui se recoupe pas mal, c'est mais finalement, est-ce on risque pas dans cette démarche d'être sur quelque chose de très élitiste et d'être avec un public qui est déjà toujours impliqué en politique? Est-ce que tu penses que c'est souhaitable déjà d'en sortir? Est-ce que c'est bien le cas? Oui, oui. Un grand oui, il faut en sortir. Mais par exemple, la Convention citoyenne du climat, c'est un bon exemple de sortir de ce public déjà habitué à s'intéresser à la politique. Et c'est pour ça que il faut faire c'est aussi un effort, non, d'aller chercher ces gens-là, de les informer, de comprendre leurs besoins. Évidemment, quand on ouvre une consultation publique sans aucun effort derrière d'aller chercher un public, évidemment, c'est ceux qui en connaissent déjà le sujet, qui se sentent à l'aise, qui sont un peu dans la boucle, qui vont aller participer. Mais aussi, puisque participer à une consultation sur un projet de loi, c'est pas facile, c'est pas simple, c'est pas accessible pour tous. Le texte juridique, le langage juridique est déjà une contrainte. Du coup, c'est là aussi qu'il faut travailler. C'est pas juste ouvrir, on va dire, j'ai écouté ça il y a pas très longtemps, j'avais aimé, on a passé des années à essayer de construire des portes en verre ou des espèces de murs en verre pour pouvoir permettre aux citoyens de voir ce qui se passait au gouvernement. Mais là, on arrive à un moment où il faut détruire ces murs en verre. Il faut vraiment essayer de faire entrer les citoyens dans la décision. Et donc, du coup, il faut, ce que je disais avant, pour pouvoir aller chercher des gens qui ne sont pas habitués, il faut aussi avoir une culture, une éducation à l'éducation civique, mais aussi un effort du gouvernement de parler plus couramment, d'une façon plus explicite, je ne sais pas comment on dit en français, mais plain language, langage accessible. Et c'est pas traiter les citoyens comme s'ils ne savaient pas, mais c'est juste utiliser un langage qui soit accessible à tous et aller chercher les publics avec des dispositifs comme la Convention citoyenne du climat, mais aussi comme les bus qui sillonnent la France pour aller chercher les gens pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensent des services publics, des choses comme ça. Je pense que c'est un bon moyen d'y commencer. Il y a encore pas mal de questions, mais on va te laisser peut-être avancer un petit peu parce qu'il y a des questions qui vont se couper pas mal avec tes propos de fin. Bah, parfait. Bah, sinon, je peux finir, comme ça on laisse du temps pour la fin. Moi, j'arrive pas à voir les questions, donc tu me diras les questions. Je voulais seulement, donc du coup, c'est un peu pour donner un peu de concret, qu'est-ce qu'on fait à l'OCDE quand on dit gouvernement ouvert, et aussi pour montrer un peu vers où est-ce qu'on veut aller aussi. C'est pas que parler de culture de gouvernance dans un stricto sensu très, très méthodologique et on va dire bureaucratique. Mais du coup, nous, on le voit en plus des 4 principes que j'ai déjà mentionnés. C'est un peu aussi le côté participation citoyenne innovante où on regarde tous les nouvelles méthodes, nouveaux outils qui se développent, comme par exemple la délibération citoyenne, comme la Convention citoyenne du climat, mais aussi pas qu'en France. On regarde dans le rapport qu'on a publié en juin 2020, plus de 300 exemples autour du monde. Et on regarde aussi la participation numérique, qui est un sujet très important et qu'avec la crise du Covid et la distanciation sociale, ça revient encore en force, le besoin de pouvoir avoir un système numérique pour pouvoir faire que les gens participent sans être en présentiel. L'État ouvert, c'est cette idée d'aller, que je te disais avec le plan d'action de l'Assemblée nationale, c'est
finalement, les citoyens, ils font confiance au gouvernement, mais pour eux, ils ne font pas une spécifique différence entre les parlementaires, les élus locaux, le gouvernement. Finalement, la confiance dans le système, c'est un peu la confiance dans tout. Et donc, du coup, pour ça, il faut aussi que les acteurs, parlement, justice, gouvernements locaux, institutions indépendantes, jouent le jeu et deviennent aussi, ouverts pour que la confiance puisse émerger dans toute la démocratie, dans tout le système démocratique, dans tout le système institutionnel. Et c'est ça l'idée d'un État ouvert, c'est de dépasser un peu, l'exécutif central, parfois dans des pays fédéraux, et aller au-delà de ça et générer un espèce de système d'ouverture dans tout l'État. La mesure d'impact est très importante parce que on en parle, mais finalement, comme toute politique publique, il faut montrer que ça marche, il faut montrer que il y a un effet derrière tout ce qu'on fait. Donc, du coup, on est en train de construire des impacts pour essayer de mesurer l'effectivité de toutes les mesures de gouvernement ouvert. Et la communication publique, c'est un peu ce que je disais du plain language, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser des outils comme la communication publique, soit réseaux sociaux, soit communiqués de presse, soit websites, etc., pour pouvoir déjà communiquer sur ce qu'on fait, sur les consultations, sur les différents projets de transparence, mais aussi communiquer mieux sur ce que fait le gouvernement. Être plus simple, plus accessible, plus direct, plus attractif aussi, puisque parfois la communication sur les réformes n'est pas toujours simple, n'est pas toujours attractive, donc c'est important. Et finalement, un truc qui est pour moi essentiel, c'est la protection de l'espace civique, c'est-à-dire permettre que, en dehors du gouvernement, la participation de la société civile, des citoyens, des défenseurs des droits, des activistes, des journalistes, des médias, tout ça puisse être fait d'une façon assez libre, que tout le monde puisse parler. Je sais que peut-être en France, on le sent un peu moins, mais il faut se rappeler que dans beaucoup d'autres pays dans le monde, l'espace civique est en danger, l'espace civique est attaqué par le gouvernement. Et donc, du coup, protéger cet espace civique, c'est hyper important si on veut que le gouvernement ouvert ait un impact dans la démocratie. On ne peut pas oublier l'importance de la protection de l'espace civique. Et pour finir, je vous ai mis ici quelques exemples pour le côté concret. Et bien sûr, pour la France, Data.gouv, qui est cette plateforme de données ouvertes, mais qui va au-delà souvent de données ouvertes, qui essaie de fédérer aussi un écosystème d'acteurs autour de la donnée publique. Et la Convention citoyenne pour le climat, je vous l'ai déjà dit, mais je trouve que c'est un exemple qui parle à beaucoup de personnes, et donc du coup un exemple de participation citoyenne qui est aujourd'hui dans l'opinion publique, qui est intéressant pour montrer qu'est-ce que ça peut être, la participation des citoyens dans la décision publique dans un sujet comme le climat. Au Mexique, j'ai pris deux exemples. Un, c'est la co-création de la constitution de la ville de Mexico, d'abord avec une plateforme numérique, après avec des ateliers présentiels, et le site de transparence budgétaire qui publie tout le budget de l'État d'une façon régulière, d'une façon très didactique, d'une façon très gamifiée, avec des chiffres, des schémas, des graphiques pour expliquer pas que combien on dépense, mais aussi pour expliquer comment est-ce qu'on arrive à récupérer autant d'argent, qu'est-ce que c'est l'État, qu'est-ce que c'est le budget, etc. En Argentine, j'ai pris plutôt le côté État ouvert, puisque c'est un pays qui avance très fortement dans l'agenda d'État ouvert, avec la justice ouverte dans les différents tribunaux, surtout les tribunaux 10 et 13 à Buenos Aires, qui font des audiences publiques en ligne, qui publient les agendas, qui font un effort énorme d'utiliser du langage accessible pour toutes les décisions de justice, ce qui permet en rétroalimentation, une participation plus riche des citoyens, puisqu'ils peuvent comprendre les décisions. Au Brésil, je pense que le Hacker Lab, le budget participatif de Porto Alegre, c'est un exemple qui revient toujours, mais c'est un pays qui a beaucoup fait d'innovation démocratique. Et là, dans ce moment, on travaille avec le Brésil justement pour pouvoir les aider à comment est-ce qu'on peut avancer et continuer ces efforts d'innovation démocratique. Bon, l'Espagne, je crois que Decidim, tout le monde en connaît, c'est commun numérique qui permet une participation numérique des citoyens. L'éducation au gouvernement ouvert, je trouve que c'est un exemple très bon en Espagne, puisque c'est pas juste produire des manuels, etc. Ce qu'ils ont fait, c'est aussi intégrer le sujet de gouvernement ouvert dans le cursus comment on dit, je sais pas, des cursus pédagogiques, dans la maquette pédagogique des étudiants en primaire, en secondaire, en lycée. Même si c'est un module qui fait partie de l'éducation civique, je trouve que c'est intéressant j'ai lu dans le chat les graines, c'est ça aussi, c'est genre, si on veut demain des citoyens qui puissent participer, des citoyens qui soient
prêts à dire, à participer dans les consultations ou à dire leur opinion, à utiliser les données ouvertes, etc., il faut aussi commencer dès un jeune âge à mettre cette graine dans la culture. Et bon, je peux en continuer, mais je crois que je vois le chat faire des bips, donc j'imagine qu'il y a des questions qui Il y a beaucoup qui il y a arrivent. pas mal de questions, tout à fait. La première, et c'est pas mal parce que ça va faire un peu le lien, elle est justement relative à l'éducation. C'est de savoir comment est-ce qu'on intègre dans le milieu de l'éducation des questions un petit peu d'intelligence collective, de réforme. Est-ce que du coup, j'ai l'impression que la question tourne autour de ça. Est-ce que finalement l'éducation, c'est pas un des plus compliqués à ouvrir? Il y a une question de la gouvernance. Est-ce qu'il faut faire rentrer les syndicats? Il y a des parents d'élèves, il y a des élèves. Est-ce que là-dessus, il y a des choses, des exemples que tu connais, que tu pourrais donner? On parle d'éducation en termes genre le portfolio du ministère de l'Éducation, pas d'éducation en gouvernement ouvert. Oui, le Éducation publique. ministère de l'Éducation. Je pense qu'il n'y a pas. Je pense que le climat, par exemple, est une politique publique qui est hyper complexe et quand même on arrive à faire des processus participatifs. Je pense qu'il n'y a pas une politique publique qui soit trop complexe pour l'ouvrir, pour faire les citoyens participer. J'ai en tête des exemples au Brésil puisqu'on y travaille à ce moment, donc du coup je suis en switch Brésil. Mais par exemple au Brésil, il y a des conseils. C'est pas un conseil citoyen dans l'idée qu'il n'y a pas des citoyens en tant que toi et moi qui vont être assis dans le conseil, mais c'est des conseils avec des parties prenantes, du coup, des associations, des syndicats de professeurs, des syndicats de l'école maternelle. Genre, il y a tout l'écosystème de l'éducation nationale qui siège dans ce conseil. C'est des conseils au niveau local, du coup, chaque région a un conseil. Et du coup, c'est eux qui un peu décident, entre guillemets, même si c'est l'État qui a la décision finale, mais c'est eux qui décident sur le programme, sur le cursus, sur le calendrier, etc. Donc, du coup, c'est un exemple de comment inclure les parties prenantes dans la décision sur l'éducation. Et après, je sais que, par exemple, il y a tout le mouvement Open Education ou un peu tous ces outils EdTech, Oui. EdTech qui fait partie aussi, puisque finalement, c'est l'intelligence collective, c'est grâce à des outils ouverts que on peut, l'open knowledge, tous ces mouvements un peu de ouvrir la connaissance, de partager les ressources, d'avoir des sources, des manuels, etc., qui soient en open source, qu'on puisse aussi les réutiliser. Je pense que ça fait partie aussi des méthodes d'ouverture, puisque c'est pas qu'ouvrir la décision publique, c'est aussi la coproduction, la co-construction entre différents acteurs. Ouais, c'est parfait puisque tu as répondu à une question sans t'en rendre compte qui était la suivante sur la question de État ouvert égale outil ouvert. Je pense qu'on peut passer à la suivante qui est sur la question des blocages identifiés dans la démarche gouvernement ouvert. Est-ce que les blocages sont plus forts au niveau des agents publics ou plutôt des élus? Et comment est-ce que du coup, dans le quotidien en fait, du citoyen face à l'État qui fait pas cette différence, tu l'as bien dit, hein, entre toutes les strates du gouvernement, là où pour toi, il faut insister et acculturer les gens? Blocage identifié, qui est plus difficile à convaincre. Je pense que c'est deux acteurs très différents, les élus et les fonctionnaires. Par exemple, les élus, il y a certainement, et on l'a vu avec la Convention citoyenne, par exemple, il y a une question de la légitimité qui se pose, une question sur le mandat, etc. Du coup, on rentre plus avec les élus, je trouve qu'on rentre plus dans des questions de légitimité, d'institutionnalité, un peu le sens des mandats, etc. Et c'est tout un travail qu'il faut faire il faut en tant que société, et aussi, puisque finalement, c'est les élus de tous, du coup, repenser aussi comment est-ce qu'on veut la représentation. Mais avec les fonctionnaires, je trouve que c'est différent et j'ai jamais vu des blocs. Je ne dirais pas qu'il y a des blocages au niveau des agents publics. C'est plus peut-être que si on n'explique pas quel est le but, si on n'explique pas qu'on fait tout ça juste puisque la loi dit qu'il faut le faire, si on le dit comme ça, évidemment, la carotte est moins intéressante. Tandis que si on explique qu'on fait tout ça puisque ça va aussi aider à la décision publique, puisque ça va faire le gouvernement plus efficace, puisque les citoyens qui sont finalement les utilisateurs, les final users, vont être plus contents, puisque, tu vois, si on rentre dans une démarche plus
constructif quand on parle de gouvernement. Et c'est pour ça que je trouve ce genre de webinaire dont vous faites et tous les projets que vous avez en tête, je trouve très intéressant, puisqu'il ne s'agit pas de mettre les agents publics autour de la table et de dire produisez-moi trois commitments. Il s'agit de aussi les embarquer, montrer que finalement on fait tout ça puisqu'il y a un but, et le but c'est améliorer l'action publique, et finalement c'est un peu ça devrait être le but de tous les agents publics, d'améliorer l'action publique. Et donc du coup je pense qu'il n'y a pas un blocage, mais c'est plus il faut y travailler un peu, peut-être plus en détail, oui. Et je me rappelle plus la question des Non, mais couches. c'était parfait. C'était un quasi mot de conclusion en plus de ta part. Donc, je trouve ça parfait. On arrive à la fin du webinaire. Peut-être la toute dernière question qu'on peut te poser, c'est qui justement tu souhaites dans cette démarche d'ouverture qu'on essaye de pratiquer nous ici via ce webinaire en faisant venir des personnes qui sont en dehors de l'administration, qui peuvent apporter aussi des regards un peu différents. Qui tu souhaiterais voir invité, qui tu penses qui pourrait être intéressant pour tout le monde d'écouter? Je pense que c'est intéressant d'écouter aussi les gens qui font dans le quotidien, qui œuvrent dans l'outillage de tout ça, puisque c'est beau d'écouter des discours, etc. Et je ne sais pas trop qui vous avez en tête pour inviter pour le prochain, mais je trouve déjà que, par exemple, tous les gens qui ont participé, comme Open Source Politics, Virgile, Héloïse, dans la création d'outils, ça serait intéressant. Je pense aussi aux nouvelles frontières de gouvernement ouvert. Et hier, j'écoutais un talk sur la transparence algorithmique, et je trouve que c'est une des frontières qu'il faut pousser. Du coup, aller chercher des gens aussi qui réfléchissent à ça, parce que finalement, le service public de demain, ça va passer aussi beaucoup par les algos et par les codes sources. Du coup, si on veut être un peu prospectif et penser au gouvernement ouvert de demain, ça, à mon avis, ça va passer par aussi la transparence des algos. Du coup, je pense à Swazik, à tous les gens des Talab qui travaillent dans ce sens, à Simon Chignard, etc. Et les jeunes, je pense qu'on ne peut pas parler de gouvernement ouvert si on ne parle pas des jeunes. Je trouve que la représentation et l'inclusion dans le gouvernement ouvert est aussi très important. Et donc, du coup, inviter des jeunes, inviter des femmes, inviter des minorités, toute la représentation est importante en gouvernement ouvert, mais aussi en politique. Du coup, donner ces espaces aussi à ces gens-là. Bah écoute, merci encore hein, pour ta participation. Je pense que c'était vraiment intéressant comme premier volet. Ça nous a bien permis de comprendre ce que c'est, de comprendre que c'est une démarche globale qui embarque beaucoup d'acteurs, que le champ après est assez libre et que c'est aussi ce qui est difficile, mais que l'objectif c'est vraiment un changement de culture de la gouvernance. Moi, je pense que c'est vraiment ce que je vais retenir et j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme approche. Du coup, pour la semaine, donc dans 2 semaines, nous avons le numéro 2. Je vous invite à vous inscrire aussi et donc toujours à consulter notre site internet pour avoir toutes les informations qui est transformation.gouv.fr. Notre prochain invité sera Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, pour avoir là une approche très administrative et du coup avec des notions de transparence qui risquent aussi d'être assez intéressantes. Donc, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée et un bon week-end. Merci Marianne, merci Clémence, et merci à toutes et à tous pour votre participation. Et on peut en continuer à parler, hein, c'est une conversation ouverte et le but c'est d'avancer tous ensemble. Du coup, j'ai mis mon mail et mon Twitter si vous avez envie de continuer. Merci. Au revoir.